Un Bitcoin à 65 560 dollars, en chute de 5,5% sur 24 heures, près de 20% sur 30 jours, qui casse tous ses supports, une panique généralisée sur les marchés crypto, des fundings qui repassent dans le négatif, des news géopolitiques qui invitent à la peur. Bref, le climat est assez anxiogène sur le Bitcoin ce matin et on va faire un point global sur ce qui a mené à ce mouvement. Est-ce que les conditions qui ont généré ce mouvement baissier sur Bitcoin depuis plusieurs semaines maintenant, depuis mercredi 6 mai, est-ce que tout est enfin derrière nous? Est-ce que le plus dur est encore devant nous? On va faire le point là-dessus. Je vais vous expliquer sans langue de bois mon point de vue. Vous savez que j'aime bien vous donner mon point de vue et qui est backé par des données. Je vous rappelle que moi j'ai une approche quantitative sur le marché, donc j'observe plein d'indicateurs qui sont répartis en 5 piliers, répartis sur cet espace membre que j'ai synthétisé sur cet espace membre accessible aux membres de mon cercle d'investissement. La partie technique, évidemment, puisque beaucoup de choses de ce qui s'est passé aujourd'hui étaient décelables dans la partie technique. Évidemment, le plus gros de ce qui s'est passé aujourd'hui était très lié au contrat dérivé, et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, on a la partie on-chain et la partie macroéconomie qui vont avoir un rôle majeur dans ce qui va se passer précisément ici. Donc, on va regarder ensemble ce qui va se passer. Évidemment, le sentiment de marché actuellement, il a une importance fondamentale, on va le voir, mais on a un Fear and Greed Index qui est aux alentours des 12%. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est en train de basculer dans l'extrême peur. Mais il faut évidemment déceler, interpréter tout ça pour être capable d'avoir une lecture qui soit fiable et qui nous permette de nous réexposer gentiment si on a envie ou de protéger le capital si besoin est. Donc on va y aller tout de suite sur la partie technique. Bon, la partie technique, Bitcoin casse ses supports, c'est franchement visible depuis nos 75 000 dollars, 75 000 dollars qui constituaient le plus gros de notre zone de support à l'époque, quand on l'a franchi à la baisse. Voilà, à titre personnel, nous on est plutôt sorti dans le cercle d'investissement aux alentours des 80 000 dollars, précisément sur la journée du 14 mai. C'est là que j'ai envoyé mon premier message pour réduire l'exposition massivement, parce qu'on avait des signaux qui commençaient déjà à inviter à la prudence, à commencer par un RSI qui commençait à fatiguer, des fundings qui commençaient à remonter, et donc petit à petit c'était le bon signal pour commencer à se désexposer. On voit qu'à partir des 75 000 dollars, ce qui a suivi était totalement prévisible. Alors évidemment, je sais que ça peut être agaçant d'entendre ce genre de phrase, surtout si vous ne l'avez pas anticipé. Et c'est pour ça que vraiment je veux être 100% transparent avec vous. Vous avez la possibilité d'aller sur mon site internet dont le lien est en description et d'aller observer directement le track record pour observer justement ce que je vous évoque. C'est un track record qui est mis à jour en temps réel. Vous voyez ici la performance de mon portefeuille, une performance qui est évidemment accrue puisque j'ai décidé de prendre un trade short depuis un long moment maintenant, depuis plus d'une semaine. Vous voyez ici sur Bitunix qui est ma plateforme partenaire. Je vous invite à ceux qui cherchent un exchange avec une liquidité intéressante pour pouvoir se positionner de cette manière sur les futurs, sur le spot, de pouvoir basculer de l'un à l'autre facilement sur un exchange qui est non KYC. C'est très intéressant, donc vous avez tous les liens en description pour le faire. Vous voyez, depuis à peu près les 75 000, ici précisément 75 270 dollars, j'ai ouvert une position short qui s'est accentuée. Donc en fait, j'ai accentué la position short au fur et à mesure des cassures de support, quand j'observais justement des choses intéressantes qui sont que, on l'a vu, mais côté funding, on avait une hausse généralisée des fundings dans une période où l'open interest ne baissait pas. Et donc ça, c'était un signal que il allait falloir avoir une purge, il allait falloir récupérer une zone importante de liquidité avant d'avoir un réel retournement. Et cette zone de liquidité, on l'a eu précisément sur le retour des 62 000 dollars. Alors c'est une zone que je ciblais évidemment, parce que quand on a commencé à avoir une hausse de ce rallye haussier très important jusqu'aux 83 000 dollars, on est venu récupérer beaucoup de liquidités de la part de vendeurs agressifs. Tous ces vendeurs qui pensaient qu'on allait récupérer les 40, 50 000 dollars dans les semaines à venir, eh bien ce mouvement de hausse qu'on a vécu sur tout le mois d'avril, eh bien ces vendeurs-là n'y ont pas cru. Ils ont pris des positions vendeuses successivement les unes après les autres, un short, puis un short, puis un short, jusqu'à se faire liquider les uns après les autres, à être suffisamment fatigués pour qu'ensuite on puisse réellement reprendre le mouvement quand les fundings ont basculé et que la majorité des influenceurs, la majorité de la population crypto
ait fini par changer son biais et soit finalement repassé positive. Et vous voyez que ce mouvement positif, il n'a pris fin que aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Et c'est pour ça que jusqu'à hier, j'étais toujours en position. Alors, j'ai racheté mon short, vous le voyez, juste là, à 63 560 dollars. Donc, précisément sur cette zone-là, j'ai repris un short. Évidemment, tout ça est partagé dans mon cercle d'investissement. Vous le voyez juste ici. Ouverture de la position short en temps réel. À 75 270 avec le stop loss, augmentation de la position short, puis une réaugmentation et enfin une clôture avec un PNL de plus 24% de la totalité du portefeuille, ce qui est relativement énorme, vous vous en doutez. Ça correspond à mon profil de risque, je vous invite pas forcément à faire ce genre de trade si vous n'êtes pas à l'aise, mais en tous les cas, protégez le capital. C'est pour ça qu'à titre, au global, sur notre communauté du cercle d'investissement, on avait protégé notre capital en sortant une bonne partie aux 80 000, puis la suite sur les 76, parce que le mouvement qui a suivi, il allait être de grande amplitude, et ça, c'était très lié, on l'a vu, sur les contrats dérivés. Les contrats dérivés qui s'affichent à 35% sur cet espace membre, qui nous montre qu'on est toujours plutôt baissier. On attend une direction latérale de stabilisation, vu ce qu'on a eu sur ces contrats dérivés. On a toujours des baleines qui sont en distribution. Ça, c'est quelque chose de toujours important. On a toujours cette ombre au tableau, même si, selon moi, ça commence à avoir un petit peu moins de poids que par le passé. Mais regardez cet indicateur. Il a rarement été aussi bas. Ce Whale versus Retail Delta, c'est l'écart de position entre les positions des petits portefeuilles et les positions des baleines. Les baleines, elles sont considérées quand on a plusieurs dizaines, centaines de millions de portefeuilles en portefeuille. Et du coup, quand on est aux alentours de ce niveau 0, ça signifie que les baleines sont longues et les shorts sont et les petits portefeuilles sont longues, ou que les baleines sont short et que les petits portefeuilles sont short. Bref, qu'on a une cohérence entre les positions des petits et les positions des gros. Dès lors qu'on s'écarte de ce niveau 0, ça signifie qu'on a des baleines qui prennent des positions différentes des positions retail. Et cet indicateur, il est évidemment extrêmement important parce que vous avez toujours envie d'être positionné du côté des portefeuilles qui pèsent plusieurs centaines de millions, qui ont des gérants de fonds, qui ont beaucoup d'informations, la possibilité de téléphoner à des PDG d'entreprises, qui ont la possibilité de se renseigner auprès de BlackRock, auprès de gros investisseurs, de gros portefeuilles, pour savoir quoi faire. Et vous avez envie d'être positionné dans la même direction que eux, parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre, qu'ils sont beaucoup plus informés et qu'ils avancent avec beaucoup plus de méthodes que les petits portefeuilles. Et c'est pour ça que quand on a cet indicateur qui commence à rebasculer fortement vers le haut, ça nous montre que les baleines rachètent fortement comparativement aux petits portefeuilles. Et l'inverse est vrai aussi. On observe que lorsque justement cet indicateur baisse massivement, c'est généralement les moments où les baleines sont extrêmement baissières, alors que les petits portefeuilles sont eux haussiers. La différence, c'est que maintenant, on a justement atteint un point de liquidité majeur. On commence à avoir un léger rebond. Vous voyez qu'on a une petite fatigue de cet indicateur-là. Alors, il n'y a pas encore de réveil massif comme on avait pu avoir justement sur les 60 000 dollars à l'époque, le 5 février, 5-6 février. On n'a pas un réveil majeur des baleines. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que justement, côté spot, sur la réelle détention de Bitcoin, on a quelque chose de très intéressant qui vient de se passer. Alors évidemment, tous ces indicateurs-là sont payants. Glassnode, ça représente une centaine d'euros par mois, peut-être un petit peu plus. Alfractal, que je vous ai montré juste là, c'est des indicateurs que vous voyez justement à peu près 100 et quelques dollars par mois également. Et c'est pour ça que moi je synthétise tout ça dans mon espace membre avec une réinterprétation de tout ça à destination de mon cercle d'investissement pour justement centraliser tous ces abonnements et vous faire bénéficier d'un maximum d'indicateurs, d'un maximum de données pour être averti de ce qui pourrait se produire. Donc c'est exactement ce que vous voyez ici avec baleine en distribution par rapport au retail, et bien c'est basé sur ce genre d'indicateur. Ce qui est important, c'est de voir que l'accumulation trend score, qui sur le début de la baisse était reparti fortement vers 0. Alors ça, c'est pas un indicateur magique, on vient tout simplement scanner
toutes les transactions qui sont passées sur la blockchain Bitcoin. Et si on a des petites transactions, c'est-à-dire des transactions avec des petits montants qui sont acheteuses, et des grosses transactions qui, elles, sont plutôt vendeuses, et bien dans ce cas-là, on va plutôt avoir un trend score qui s'approche de 0. À l'inverse, quand on a des grosses transactions avec des gros montants qui sont acheteuses et plein de petites transactions vendeuses, eh bien on va s'approcher de 1, car on estime que les gros portefeuilles aspirent les petits portefeuilles, aspirent les bitcoins des petits portefeuilles, et on considère que c'est de l'accumulation par rapport à de la distribution, quand les gros portefeuilles déversent leur bitcoin direction les petits. Et donc, ce qu'on observe récemment, sur cette baisse, on a eu justement une distribution qui a pris part notamment aux alentours des 75 000 $. Je vous disais que ce n'était pas anodin, l'ouverture de notre short sur les 75 000 $. On a tout simplement atteint le niveau 0, précisément à 77 000 $. On a atteint 0, ça signifiait qu'on était dans une phase de distribution extrême qui s'est ensuite ralentie, puisque sur la baisse, on a commencé à avoir une petite réaccumulation de la part de gros portefeuilles. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que très récemment, sur précisément le fait d'atteindre du coup nos 61 500 $, eh bien on observe que l'accumulation trend score, si j'arrive à le sélectionner, a rebasculé, voilà, vous le voyez, au niveau des 0,50. 0,50, c'est plus élevé que ce qu'on avait sur la journée du 5 février, quand on a atteint nos 60 000 $. On avait atteint à l'époque 0,46 sur cette accumulation trend score. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le chiffre. Alors le chiffre est intéressant déjà en lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique. Sur cette chute, on a eu des achats. Ça se voit également précisément sur la pression de l'order book. Alors je vais vous la montrer juste là. La pression de l'order book que vous voyez sur Coinbase, qui s'intensifie massivement, précisément depuis les 65 000 $. On a des achats massifs. Coinbase est en train d'aspirer la supply qui est vendue à perte. On a beaucoup de Bitcoin qui sont vendus à perte par des petits portefeuilles qui paniquent, des détenteurs d'ETF qui paniquent. Vous avez énormément de mauvaises nouvelles. Si j'ai ouvert mon fil d'actualité X ce matin, franchement, c'était que du rouge. La géopolitique qui se dégrade, les données économiques qui se dégradent, les déclarations de Trump, les vendeurs de Bitcoin, les traders, tout le monde est baissier. Tout le monde est baissier. Ça s'observe facilement dans le sentiment de marché, avec un sentiment de marché qui commence à plonger fortement. Je vous l'ai dit, le Fear and Greed Index qui est à 12 en extrême peur. Et évidemment, ça se transmet sur X. On a une convergence entre justement la baisse de prix et la baisse du Fear and Greed Index, ce qui pour le coup est plutôt positif. En tout cas, il n'y a pas de signaux majeurs de panique à ce niveau-là. Évidemment, ce qu'il va falloir observer, c'est si le Bitcoin remonte dans un sentiment qui est toujours baissier, on pourrait avoir justement le rallye de disbelief qu'on a eu sur le mois d'avril, on pourrait avoir le même qui viendrait récupérer cette fois-ci les liquidités de l'autre camp. Après avoir fait un long squeeze très important, on pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire un short squeeze plus important pour venir récupérer toute la liquidité qu'on a laissé traîner au-dessus de nous. Parce que là, on l'a vu, si je vous montre sur les 6 derniers mois, voilà, c'était clair, c'était logique. Si j'ai tenu mon trade aussi longtemps et si je viens de le clôturer, c'est pas pour rien. C'est parce que j'attendais le retour sur ce niveau des 62 155 $. C'est un niveau qui était particulièrement attendu par le marché. Énormément de positions longues qui avaient été construites depuis le 24 février avaient leur ordre stop précisément sur ces niveaux. Et donc c'est pour ça que dès qu'on a eu notre accélération baissière, l'objectif de prix était unique, il était celui des 62 155 $. Est-ce que ça signifie qu'on a le bottom ? Non. Est-ce que ça signifie qu'on a plus de probabilité d'avoir un bottom local que d'avoir une continuation baissière ? Oui. Et ça, c'est tout simple. Quand on observe ici sur 6 mois de cotation, 6 mois de position longue et de position short sur les contrats dérivés, vous voyez le déséquilibre, il est massif entre les positions short et les positions longues. Le marché se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité. C'est évidemment quelque chose qu'il faut comprendre pour être capable de naviguer dans les configurations de prix, parce que vous avez un S&P 500 qui monte, vous avez une macroéconomie qui est plutôt belle, on le voit côté news macroéconomique, les chiffres qui sont sortis hier sont encore extrêmement haussiers, on a un PMI non manufacturier de l'ISM, donc je vous rappelle que ça c'est un indicateur sur lequel on va demander aux directeurs d'achat quelles sont leurs perspectives pour les semaines, les mois à venir.
Et vous voyez que là, ça ressort en hausse plus haut que ce qu'on attendait et plus haut que le mois précédent. Sur les PMI des services, on est en léger repli, mais vous voyez qu'au global, on est plutôt très bien orienté. Le rapport Jolts qui est sorti mardi sur les nouvelles offres d'emploi, il affiche une hausse des nouvelles offres d'emploi qui est spectaculaire. On a une économie américaine qui se tient super bien. Et c'est pas anodin que les marchés américains se portent aussi bien, qu'on ait un S&P 500 et un Nasdaq qui soient sur des ATH, qui tiennent leur zone de surachat, avec un momentum qui est plutôt très haussier. Alors, on est en train de marquer des zones de stabilisation sur le momentum. Donc évidemment, ça veut potentiellement pouvoir nous dire que on a besoin d'une consolidation qui serait saine, mais de là à avoir une correction, c'est pas forcément du tout ce qui est à prévoir. On a une économie américaine, je vous le dis, qui se tient très très bien. Et donc une économie américaine qui est en croissance et qui se tient bien avec un emploi qui est toujours super pertinent, dans un contexte où on le voit, l'inflation est petit à petit en train de se stabiliser, voire de reculer, et ben ça c'est hyper bon pour les marchés, parce que ça signifie que la Réserve fédérale américaine n'a pas besoin d'agir tout de suite, le risque de stagflation est potentiellement derrière nous, hein, on le voit sur la partie macro, mais vous voyez, le risque de stagflation est plutôt derrière nous, parce qu'on est plutôt dans un risque de désinflation que dans un risque d'inflation. Donc en tout cas, dans un risque d'inflation plus modéré. Alors la désinflation, elle est encore loin derrière, elle est plutôt loin de nous. Mais pour le moment, on a une stagflation qui est plutôt loin. On a une croissance économique dans un contexte où l'inflation est stable ou en repli. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Vous le voyez, c'est le fameux cadran de Goldilocks qui est calculé automatiquement à partir justement de la liquidité, de nos taux réels, le taux à 10 ans retranché de l'inflation, des anticipations de la Fed. Enfin bref, ce régime de marché de Goldilocks, de boucle d'or en français, il est hyper pertinent pour les actions. Hyper pertinent pour les actions et pour les actifs à risque en règle générale. Vous le voyez que le dollar est plutôt baissier. Je vous rappelle, toute l'interface est générée pour que sur les 0, on soit plutôt baissier. Sur les 100, on est plutôt haussier. Les indices américains sont extrêmement haussiers. Le dollar est plutôt baissier. Et donc ça, c'est plutôt très bien. Et donc vous voyez qu'on est dans un régime où tout se passe à la perfection. On a de la liquidité qui commence à repartir en expansion. Alors c'est encore assez léger, on a une expansion qui s'essouffle un petit peu, certes, mais on est toujours dans un régime d'expansion de la masse monétaire, ce qui est évidemment hyper important pour Bitcoin. Le régime des baisses de taux est toujours plutôt hawkish, donc on a des hausses de taux qui sont anticipées, on l'a vu juste là, des hausses de taux qui sont anticipées à partir du début du mois de janvier 2027, mais ça pourrait largement changer. Et ça pourrait changer si cette inflation vient à se stabiliser, et c'est totalement probable. On a une économie américaine, on l'a vu, qui tient de mois en mois, depuis le mois de janvier, ces PMI non manufacturiers de l'ISM, ils ne font que augmenter. Ils sont dans une tendance qui sont super belles. Alors je vais vous l'afficher ici. Vous pouvez la voir en ajoutant une courbe. Voilà. Ici, nouvelle échelle de prix. Vous voyez ici ces PMI non manufacturiers. Je vais vous le mettre en weekly. Hop, ces PMI non manufacturiers qui ne font qu'augmenter de mois en mois. On est dans une tendance haussière, vous le voyez en bleu juste là sur cette courbe, et c'est un signal qui est hyper pertinent. Évidemment, les quelques fois on a eu une tendance qui a été très haussière sur cet indicateur de l'ISM, et ça a été extrêmement haussier sur le S&P 500, on l'a vu dans la période 2020-2021, début 2021, on l'a vu également dans la période 2008 jusqu'à 2011, avec une reprise de bull run sur les actions américaines. Ça a été le cas quasiment à chacun de nos bull markets, et vous voyez que ça correspond évidemment à nos bull markets côté Bitcoin, qui sont très souvent corrélés au bull market côté actif à risque et côté action. Vous le voyez, les quelques fois, et notamment en 2020-2021, où on a eu une hausse massive de cet indicateur des directeurs d'achat américains, eh bien vous voyez que ça s'est passé super bien sur le Bitcoin. Alors le régime est très différent, le régime de marché est très différent, mais ce qui est important, c'est de voir la tendance. Et là, la tendance, elle est quand même plutôt très belle en ce moment. Donc
ça ne veut pas dire, et je veux pas que vous commenciez à penser que je suis ultra haussier, etc., hein. Je viens tout juste de clôturer un trade, dans la nuit, un trade qui était plutôt très baissier, mais on a actuellement atteint des zones qui sont extrêmement pertinentes pour jouer potentiellement un rebond. On va le voir sur 7 jours. On a excessivement beaucoup de positions short qui sont rentrées avec des stops au niveau des 75 000 dollars. On a sur un mois excessivement beaucoup de positions short qui ont leur stop entre les 75 et les 85 000 dollars. Vous voyez qu'on a pratiquement 90% de la liquidité qui est short sur le marché dans un contexte où du côté spot, ça accumule fortement. On le voit ici côté Coinbase. Alors je ne sais pas si je vous ai montré côté Binance, mais côté Binance c'est la même chose. Ça accumule très fortement également. Donc il y a un moment ici, on a un transfert main forte, main faible. On a des petits portefeuilles qui capitulent, des gros portefeuilles qui achètent dans un contexte où la macroéconomie se calme potentiellement et du coup on pourrait avoir une reprise haussière. D'un point de vue technique, on est toujours assez faible, hein, on le voit, 38%. On a toujours pas mal d'ombre au tableau. On le voit, un côté momentum, momentum daily, on est plutôt très mal orienté. On va le voir, hein, la seule chose positive, c'est ce momentum weekly. Vous le voyez, hein, le momentum weekly qui, pour le moment, tient bon. On n'a pas été récupérer notre point bas sur le momentum weekly, le point bas qu'on avait atteint le 2 mars. Donc pour le moment, malgré le fait que on ait été chercher plus bas en termes de prix que le 2 mars, on n'a pas eu une clôture en dessous sur le RSI. Cependant, hein, vous voyez sur le daily, on est quand même dans une tendance qui est très baissière. On vient d'atteindre les 18 de RSI sur le daily. C'est évidemment une zone de survente. Alors, en l'état, ça ne veut pas dire qu'on va rebondir. Cependant, historiquement, c'est plutôt des zones sur lesquelles on a un retournement parce qu'en fait, on a une telle pression vendeuse que c'est difficile d'entretenir encore plus cette pression vendeuse. Je vous rappelle que pour avoir une baisse, il faut avoir plus de vendeurs que d'acheteurs. Le fait est que les vendeurs ont quasiment tous appuyé sur le bouton ces derniers jours, sur le bouton vendre, et donc il reste plus tant de monde que ça à faire capituler. Alors il y en a toujours, et ça c'est évidemment le cas quand on voit les contrats dérivés avec, vous le voyez sur cet indicateur, s'il veut bien s'afficher, hop, sur cet indicateur avec l'open interest qui est bien venu dégonfler, mais qui est encore assez haut, hein, porté à 40 milliards de dollars. Évidemment, on a la possibilité d'aller chercher plus bas, mais vous voyez qu'on a un petit peu épuisé la tendance, un levier nettoyé. Les funding et l'OI qui baissent, les funding rate qui baissent avec un open interest qui baisse. Vous le voyez, hein, les funding qui commencent à baisser. On le voit côté Binance, je vais vous montrer juste là. Mais hop, on va voir ça sur une échelle de temps 30 minutes. Vous le voyez, on a eu nos premiers passages dans des fundings négatifs sur les 63 000 dollars. On commence à avoir une petite inversion de sentiment de marché, exactement comme ce qu'on avait pu avoir au niveau des 80 000 dollars, où vous voyez que on était très baissier pendant longtemps et qu'on a commencé sur notre phase de top à avoir des petits passages sur des fundings haussiers. Et donc en fait, ça signifiait l'inversion de tendance, de sentiment sur les contrats dérivés, avec des vendeurs qui avaient petit à petit laissé tomber, des acheteurs qui se repositionnaient, et donc c'est ça qui a signé notre top. Parce que je vous rappelle qu'on a finalement assez peu de volume actuellement, qu'on a finalement assez peu de mouvement sur ce marché du Bitcoin et sur ce marché des altcoins également. Donc finalement, le seul jeu de la part des market makers, de la part des exchanges, de la part des gros fonds d'investissement, c'est de jouer avec le Bitcoin, avec la psychologie des quelques acteurs qui sont présents, de venir récupérer la liquidité plus haut, venir récupérer la liquidité plus bas, et finalement introduire ni plus ni moins qu'une zone de range, qu'une zone de week-off pour pouvoir réaccumuler en vue du futur cycle. On a énormément d'opportunités qui commencent à se matérialiser sur des altcoins. Alors ça, c'est quelque chose que je réserve du coup à mon cercle d'investissement. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous avez tous les liens en description pour comprendre déjà ce que c'est que ce cercle d'investissement et pour savoir si ça peut être fait pour vous. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous avez la possibilité de me contacter par Telegram pour en savoir un peu plus. Mais vous voyez, hein, on a côté oscillateur long terme, donc là je suis sur le Puel Multiple, côté on-chain, vous voyez qu'on est sur des zones qui sont historiquement très intéressantes pour se repositionner. Vous le voyez ici, c'est des zones qui sont remarquables, des zones qu'on a atteint que rarement, habituellement sur des phases de bottom.
post-crack de FTX, post-crack de Terra Luna, après justement la zone justement de 2018-2019, après le crack de novembre 2018. On a eu des phases similaires à celle-ci, c'est visible aussi sur le MVRV, hein, donc market value versus real value. Donc là, ce qu'on observe, c'est vraiment des zones de capitulation. Alors, il pourrait y avoir pire totalement. Est-ce qu'on est sur la phase de capitulation? Je ne sais pas. Mais je vous rappelle qu'un bottom ne se décrète pas. On ne peut pas dire en l'état qu'on est sur un bottom. On le saura que plus tard. Par contre, on peut savoir qu'on est dans une zone de bottom où on a une asymétrie entre le risque et la récompense. Actuellement, si vous pensez après une baisse de plus de, alors on va voir, mais de plus de 25%, si vous pensez qu'après une baisse de 25%, quasiment en ligne droite, nous avons plus de probabilité de continuer la baisse que de ralentir et de faire un rebond technique, eh bien je pense que vous faites fausse route. Et en tout cas, les statistiques et l'historique vous donnent tort. Car actuellement, on a plutôt tous les éléments qui portent à croire qu'on pourrait avoir un rebond, à minima un rebond technique, qui viendrait liquider, à minima, donc cette zone des 75 000 $ selon moi, qui est quand même bien plus haute que les prix actuels. Et ensuite, on verra bien. Donc, est-ce que d'ici là, il va falloir aller récupérer les 60 000 $ Peut-être. Je vois que beaucoup de personnes en parlent, c'est 60 000, c'est 54 000 $. Effectivement, quand on regarde la zone de liquidité, on observe qu'on a une zone de liquidité entre les 57 000 et les 53 000 $. Certes, est-ce que d'ici là, il va falloir aller les récupérer? Vous voyez quand même que la zone majeure, elle était là. Elle était entre 62 700 $ et 61 500. C'est pas pour rien que j'ai clôturé mon short à l'intérieur, c'est parce qu'on avait une probabilité très importante de venir récupérer cette zone et de venir y rebondir. Donc si vous vouliez clôturer votre short, il fallait le faire dans cette zone-là. Si vous vouliez acheter du Bitcoin, il faut le faire dans cette zone-là. C'est pas plus tard qu'il faut le faire. Là, je vois trop de gens qui commencent à cibler les 55 000, les 50 000, les 45 000. J'ai même vu du 29 500 $. Alors bon, évidemment qu'on pourrait y retourner. Évidemment, hein, si on a un MicroStrategy qui fait faillite avec des pertes latentes de plus de 8 milliards et demi, ça commence à être un problème. Idem pour Tommy Lee hein, sur Ethereum, on pourrait totalement avoir une faillite de ce genre d'entreprise qui viendrait mettre un nouveau coup de massue. C'est probable. Est-ce que c'est le scénario le plus probable? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Et vous voyez en tout cas que là, pour le moment, on a récupéré la zone de liquidité majeure et que finalement, même s'il y a de la liquidité en dessous, c'est peut-être pas la zone la plus propice. Vous voyez que ce qu'on a fait à l'inverse, quand on est venu récupérer les 83 000, on avait de la liquidité au-dessus de nous, mais en fait, on s'est tout simplement nourri de cette liquidité-là pour poser un top et repartir à la baisse. Et bien là, on pourrait tout simplement refaire l'inverse, poser une phase de range pendant quelques jours avant de repartir à la hausse et ensuite, on ajustera. Et c'est le principe de la gestion active, c'est le principe de la gestion de risque, c'est que actuellement le risk-reward est plus favorable à l'achat qu'à la vente. Évidemment, avec un RSI daily à 17, avec un RSI daily, avec un RSI 4 heures qui nous pose une divergence et qui a été chercher la zone des 11, eh bien évidemment, ici, on a plutôt une probabilité d'avoir un rebond court terme, une cassure de cette fameuse parabole que vous voyez ici en jaune, hein, que je vous ai affichée, cette fameuse parabole vendeuse que vous voyez ici, eh bien, la probabilité de venir la casser, elle est quand même assez importante. Donc vous voyez un petit peu mon point de vue, je vous ai exposé tout ça, on a des bitcoins qui quittent les plateformes d'exchange, hein. Ça c'est typique de phase de capitulation, on a énormément d'achats sur le spot, on l'a vu côté Accumulation Trend Score, ça s'accentue, évidemment les bitcoins qui sont achetés sont stockés sur des ledgers, donc ça diminue petit à petit structurellement cette pression vendeuse et donc c'est pour ça que à titre personnel j'estime qu'on a quand même beaucoup de probabilités de rebondir sur ces zones. Il y a des zones d'achat sur les 60 000 $ qui sont présentes, donc potentiellement on pourrait venir les récupérer. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif du marché. En tout cas à titre personnel j'estime que attendre les 60 000 $ comme le Saint Graal et absolument vouloir acheter sur ces zones-là, c'est un petit peu trop gourmand. On vient de baisser de 25%. Si vous voulez racheter, eh bien c'est peut-être le moment de commencer à le faire.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, vous avez la possibilité à vous inscrire à ma newsletter et télécharger un manifeste, quasiment 90 pages de stratégie, de compréhension du marché, qui vous fait profiter de quasiment 9 ans, 9 ans d'expérience dans le marché crypto. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous former gratuitement, vous avez la possibilité de le faire via les liens en description. Et si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, avoir accès justement à cet espace membre qui est justement un concentré de tout ce que je surveille, de tout ce que j'observe, et qui est synthétisé, vous le voyez dans la partie accueil, dans des paragraphes qui vous synthétisent chaque matin la vision du marché, avec les indicateurs à surveiller, les choses à faire et à ne pas faire. Vous voyez le marché qui est scoré, avec du coup un chiffre à chaque fois, qui vous explique un petit peu les meilleures choses à faire, qui vous explique quels sont les piliers qui sont les plus bullish et les plus bearish. On le voit côté on-chain. Je ne vous l'ai pas montré, mais on a une dynamique on-chain court terme qui est toujours plutôt à la baisse, mais une position dans le cycle qui commence à devenir particulièrement intéressante pour se repositionner. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve dès que possible pour une nouvelle vidéo publique sur YouTube. Allez, à bientôt. Au revoir.